Malgré l'interdiction des autorités de toute manifestation pendant les jours de semaine, plusieurs sympathisants de l'opposition togolaise ont tenté mercredi et jeudi de répondre à l'appel à manifester dans toutes les villes du pays. Des scènes de chaos ont été observées dans plusieurs villes, barricades de fortune, quartiers bloqués, gaz lacrymogène et rixes avec les forces de l'ordre. La tension est montée d'un cran depuis mardi avec l'arrestation d'un imam de Sokodé, deuxième ville du Togo et fief du Parti national panafricain, PNP. Plusieurs morts sont à déplorer de sources officielles. 3 personnes ont été tuées ce jeudi, rien qu'à Lomé, selon l'opposition. Au total, le bilan est déjà porté à une douzaine de morts au moins depuis le début des manifestations à l'appel du PNP, puis de la coalition des 14 partis d'opposition, à qui incombe la responsabilité de ces nouveaux morts. Interdire les manifestations, est-ce la meilleure solution? Quels sont les reproches faits à l'imam proche du PNP et leur pertinence? Le chaos qui semble vouloir s'installer profite à quelqu'un entre opposition et pouvoir? Quelles sont les options qui restent aux deux camps? Où en est la médiation des chefs d'État de la région sous le mandat de l'ONU? Togo, durcissement de la crise, quelles issues? Ce sera le thème retenu pour notre débat du jour sur Angle de vue, votre émission qui permet de passer au crible l'actualité sur le continent africain. Nos invités sont plus tardés, ce sera juste après l'intermède. Pour en parler, Carlos Ketoou, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes directeur de publication du journal L'Indépendant Express, c'est un quotidien togolais. Vous êtes également président du patronat de la presse togolaise. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Face à vous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Messieurs, la tension est montée d'un cran depuis mardi au Togo. Carlos Ketoou, est-ce que c'était à prévoir depuis l'interdiction de manifester durant les jours de semaine? Oui, merci et permettez-moi de m'incliner devant la mémoire des Togolais, enfants comme adultes, tombés sous les balles meurtrières d'un régime qui a durci le temps, qui refuse d'écouter son peuple. Et maintenant, revenons à la situation du chaos qui s'installe progressivement au Togo, pour dire que les autorités devraient s'attendre, et l'opinion même devrait s'attendre à cette situation de chaos annoncée pour les dernières marches. Pourquoi? Parce que au premier abord, le mouvement qui a déclenché les hostilités de manifestation le 19 août dernier, ce mouvement avait été interdit par les autorités d'une façon radicale. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration territoriale sont montés en scène quand le PNP avait programmé une manifestation pour dire que cette manifestation n'aura pas lieu. Et étant donné que le Togo dispose des lois et des tests et que la décision du ministre viole les tests en vigueur, alors les manifestants se sont engagés, les organisateurs ont tenu tête et ont marché. Et c'est cela qui a déclenché la vague de contestation, de répression des événements du 19 août 2017. Ce qui est aujourd'hui le fondement de la contestation populaire qui est en train de monter en crescendo. Voilà un peu la première raison. Et seconde raison, c'est qu'à un moment donné où il y a des manifestations de l'opposition qui sont programmées de façon normale et que les autorités togolaises ont interdit cette manifestation, lundi, 24 heures avant le démarrage de ces manifestations, les autorités togolaises, la police est allée enlever un imam dans le fief de cette opposition, à Sokodé, qui est un cadre, un haut responsable du PNP. Alors, la nuit de lundi a été une nuit où il y a eu des massacres, il y a eu des incendies, il y a eu des affrontements, non seulement dans le fief, à Sokodé, mais aussi dans la capitale, à Lomé, avec des rebondissements. Donc, c'est normal qu'on puisse attendre à cette situation de chaos, parce que c'est le rebondissement, c'est la réplique de cette arrestation de l'imam qui a provoqué cette sortie et cette détermination des jeunes à aller jusqu'au bout. Voilà, alors des scènes d'affrontement et de pillage, mes chefs ont été signalés un peu partout, il y a aussi des morts. Que faire aujourd'hui pour plus qu'aucune vie ne tombe? Merci. Avant d'entendre de mon propos, je voudrais préciser que je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas un homme politique, je suis universitaire, j'opine
en toute indépendance, avec le détachement qu'il faut. J'ai pas de camp. Des vies humaines sont en jeu. Le Togo, qui est un pays que nous tous, nous aimons, et particulièrement les Béninois, parce que ce sont nos voisins les plus proches, semble être en feu. On n'a aucun intérêt à faire des affaires avec une situation aussi préoccupante. Ceci dit, je voudrais répondre à votre question en disant que les crises ont une fonction dynamique. Je ne trouve pas, de mon point de vue, que le Togo aujourd'hui est dans le chaos. Le Togo est en crise, ça c'est un fait, on ne peut pas le refuser. Il y a encore la possibilité pour les Togolais d'aller et de revenir. Il y a même la possibilité de marcher, ce qui est un indicateur viable de toute démocratie viable. Dès lors, pour moi, le Togo est en crise. Et comme on le dit en sociologie, les crises ont une fonction dynamique. À partir de cette crise-ci, les Togolais peuvent se retrouver, discuter sans se voiler la face, déposer sur table les sentiments de chacun, les projets de chacun, rebâtir cette unité nationale dont les Togolais ont toujours porté le flambeau sans pour autant la vivre d'une manière ou d'une autre. Et pour le faire, au regard des petites actions qui de part et d'autre ont été déjà faites, je crois qu'il faut que les uns et les autres calment le jeu et que le plus tôt que possible, qu'ils aillent au référendum pour que le peuple se prononce. Dans un processus démocratique, le peuple n'a de manière à se prononcer qu'à travers les urnes, par peut-être un référendum ou par des élections spécifiques ou des élections anticipées, parce qu'en dehors de cela, quand on dit le peuple est dans la rue, il faut faire attention. Le peuple, ce sont des partisans du président Faure. Le peuple, ce sont des opposants. Le peuple, c'est la société civile. C'est tout, le peuple. Mais quel peuple dit quoi exactement? Il faudrait aller aux urnes pour le savoir. Et de mon point de vue, ce pari doit être gagné le plus tôt que possible parce que sans aller aux urnes, on ne saurait obtenir des éléments probants de volonté de chaque camp d'aller au consensus généré par la paix. Alors, on sait que le régime entend éviter des manifestations qui pénalisent l'activité économique, et ce sont les raisons qui ont été avancées, mais bon, c'était le but, on le sait, des autorités togolaises. Est-ce qu'on peut dire que c'est raté? C'est raté parce que le régime a déjà posé des actions et des actes qui ne favorisent pas cet objectif de ralentir des activités économiques parce que les gens vont marcher, les gens vont bloquer la circulation. Parce que les pertes engendrées par la suspension de l'Internet pendant 10 jours sont plus énormes qu'une manifestation d'une ou deux journées qui devrait être encadrée par une police ou une gendarmerie. Si la police existe vraiment, alors les choses se seraient passées autrement. Mais c'est parce que nous avons vécu. Il faut vivre au Togo pour savoir ou vivre l'ampleur de la situation. C'est-à-dire, les images que vous voyez, ce n'est qu'une partie, une infime partie de ce qui se passe au Togo. Mais vous imaginez que dans la journée de mercredi dernier, des miliciens sont cagoulés et sont montés dans des véhicules 4x4 pick-up et circulaient avec des gourdons cloutés, avec des fusils de chasse et rentraient dans les maisons pour tabasser, pour enlever, pour blesser des citoyens. Devant la police, devant la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a été interrogé. Il dit, lui, il n'est pas encore ça, il ne sait pas ce qu'ils sont. Vous voyez que le pays n'est plus sous contrôle. C'est pourquoi on peut parler, on peut dire qu'on est en train d'aller vers le chaos. Est-ce que vous n'êtes pas en train de passionner le débat? Parce que je ne passionne pas le débat. Des exactions, on en dénonce dans tous les camps. Les exactions, c'est que nous avons déjà vécu une situation en 2005, à la mort du général Eyadema. Quand, à l'espace de 3 heures de temps, Faure Gnassingbé, qui était ministre de l'équipement, a quitté son poste de ministre pour devenir député à l'Assemblée d'abord, avant d'être élu président de l'Assemblée. Et au même moment, on constate le vide constitutionnel parce que le président de l'Assemblée, qui était le successeur constitutionnel, était bloqué ici, au Bénin, et le président de Faure Gnassingbé, qui était ministre, est devenu, à l'espace de quelques heures, président de la République togolaise, par intérim. Vous imaginez? Et les populations n'ont pas voulu accepter ce tour de passe imposé par un carteron d'officier. Alors,
il y a eu une situation pareille. C'est-à-dire des miliciens sont sortis pour tuer, pour massacrer. Et les Nations Unies, selon un rapport, ont dénombré 500 personnes tuées dans ces massacres. Et c'est cette même situation de chaos qui est en train de s'installer, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes personnes, avec les mêmes identités. Je ne suis pas en train de passionner le débat. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les manifestants, c'est-à-dire l'opposition politique, de dialoguer avec le régime? Le dialogue, ça doit venir d'une personne. Qui est le principal acteur dans ce jeu? C'est le pouvoir en place. C'est le pouvoir en place qui doit tendre la main, qui doit dire que venez, on va dialoguer. À ce jour, vous vous imaginez que dans une situation aussi pourrie que celle du Togo, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé depuis 2 mois, depuis le 19 août, que les hostilités ont été déclenchées. Le chef de l'État n'a pas encore prononcé une seule phrase pour dire que mes peuples, vous êtes sortis nombreux, 100 000 personnes au cours d'une manifestation, des 200 000 personnes, tout le monde. Et au niveau de la diaspora, à Paris, il y a eu 6 000 personnes qui sont sorties pour manifester dans toutes les villes du monde. Il y a eu des Togolais qui sont sortis. J'écoute vos préoccupations. Voilà ce qu'on va faire. Le chef de l'État ne l'a jamais fait. Et il faut noter également qu'il y a eu des bribes de négociations et de médiation qui ont été engagées. Notamment le président Alassane Dramane Ouattara, le président du Ghana, votre président, Patrick Talon, est allé déjà 2 fois au Togo rencontrer le chef de l'État. Vous pensez que lui, il a raison contre toutes ces personnes? Le président, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a interpellé Faure Gnassingbé pour lui dire, cher ami, il faut apaiser le peuple, il faut comprendre le peuple, il faut donner la réponse aux préoccupations du peuple. Il ne l'a pas fait. L'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, il a interpellé le chef de l'État togolais. Vous pensez que tout ce monde-là n'a pas raison contre Faure Gnassingbé? Ce n'est pas possible. Et puis, je vais revenir à une situation évoquée par mon contradicteur. Je veux parler de la question de l'élection. Au Togo, contrairement à beaucoup d'autres pays, les élections n'ont jamais été démocratiques. En 2015, nous avons les résultats des élections, 51,66% avant même le scrutin. Ça, c'est une information que je vous donne. Cela veut dire que les Togolais n'ont confiance à aucune élection, à aucune consultation électorale au Togo pour qu'on puisse s'engager dans cette formule de référendum à laquelle même des membres du pouvoir ne croient pas. Parce qu'il faut avoir une situation normale de démocratie avec des élections transparentes et démocratiques pour aspirer à un référendum et trancher sur une situation. Mais on veut faire un référendum pour trancher sur quoi? Il y a des gens qui disent qu'il faut faire le retour à la Constitution de 1992, que vous avez charcuté. Est-ce que c'est possible? C'est possible parce que c'est la Constitution que les Togolais ont voté à l'unanimité à 98%. Et c'est parce que le général Eyadema, qui était le président de la République à l'époque, ne voulait pas limiter son mandat, qu'il a tripatouillé la Constitution pour sortir les articles liés à la limitation du mandat et au mode de scrutin. On va revenir sur la Constitution de 1992, Carlos Ketohou. Emetiefa, il y a eu l'arrestation, on le sait, de l'imam Alassane Mohamed Djobo de Sokodé. Il est un proche du PNP. Et pourquoi a-t-on l'impression, Emetiefa, que le Parti national panafricain est souvent lié à des actes de violence? Il y a eu plus de morts à Sokodé, par exemple, qu'à Lomé ou ailleurs. Souvent, à travers ces fiefs, on a l'impression que cela cristallise beaucoup plus les manifestations, ou cela cristallise beaucoup plus la tension. Donc, de mon point de vue, il y a une question beaucoup plus fondée, beaucoup plus importante. L'imam en question, est-il un acteur politique, un acteur de la société civile, une personnalité morale et religieuse qui devrait avoir une position de neutralité, quitte à ce qu'il ait suffisamment de facilité pour jouer un rôle de conciliateur ou d'acteur tampon dans le dénouement de crise, je ne sais pas. Il est un membre du PNP, il est un cadre du Parti national panafricain. De ce point de vue, c'est mieux qu'on ne parle plus d'imam, mais qu'on dise qu'un militant du PNP a été arrêté. S'il se présente comme tel, dans ses prêches raisonne comme tel et fait les choses comme tel, il sera considéré comme tel par le pouvoir en place. Pour ce que je sais, lorsqu'on est une autorité morale et religieuse, on ne prend pas de parti, on se détache, on s'élève, on est au-dessus de la mêlée. De ce point de vue, à mon avis, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, que nous ne devons pas perdre de vue, lorsqu'on est démocrate, lorsqu'on parle de démocratie, et lorsqu'on est à la recherche d'une quête démocratique, on ne peut pas refuser les élections. Ce n'est pas possible.
Le président Faure... Si les conditions sont normales, si les conditions de ces élections sont normales. Non, mais si les élections étaient toujours... Attendez, toutes les institutions qui avalisent les élections l'ont toujours fait au Togo. Elles l'ont toujours fait, elles ont toujours apporté des réserves à ces élections. L'Union européenne, en 2015, a notifié un certain nombre d'insuffisances face à ces élections. Je vous rappelle... Ces insuffisances étaient-elles de nature à entacher la crédibilité? Permettez-moi de vous signaler que en 2015... Laissez Métier finir son argumentaire et je vous retourne la question. Allez-y, Métier. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, l'élection, le second mandat du président Bush Junior était à polémique? Je nous rappelle, on l'avait tous suivi. Ici, au Bénin, plusieurs fois, vous devez entendre des rumeurs. C'est elle qui a gagné, on a remis le pouvoir à tel, c'est elle qui avait eu tel. On l'a toujours dit ici. En France, vous savez bien que l'élection du président Macron est toujours encore en débat jusqu'à l'heure où je vous parle. Celle du président Trump, n'en parlons plus. Mais c'est ça la démocratie. C'est-à-dire que, au regard des différents élans, au regard des différentes dissensions, il faut avoir l'esprit démocratique, 1, pour faire confiance aux institutions, 2, pour accepter la verdict des urnes. Je ne connais pas de pays au monde où les élections sont propres et nickel, lavées à l'eau de Javel. Les questions de jeu et d'enjeu autour du pouvoir sont toujours complexes. Et c'est ça le pouvoir politique. Au sein de l'arène politique, on retrouve les moyens et les ficelles nécessaires pour se faire entendre et pour gagner le pouvoir politique. Dès lors que l'opposition politique n'est pas prête pour aller au référendum et à la limite déconseillerait à ses militants de se soumettre d'abord à l'exercice d'un référendum et ensuite au verdict qui en serait issu, ils ne sont plus en train de faire de la démocratie, ils sont à la recherche d'une autre chose. Et vous verrez par la suite que même si le Togo avait un autre chef d'État, il y aura toujours des problèmes par rapport à l'acceptation des résultats issus des scrutins. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas ça le débat le plus important. C'était que l'opposition avait déjà réussi à amener le président Faure parce qu'il a dit qu'il n'a rien dit. C'est vrai, il n'a rien dit. Mais moi, j'ai vu qu'il a fait un effort qu'il faut comprendre en tant que démocrate. Parce que, je le rappelle, ce qui est important, il y a eu 12 morts, vous l'avez dit. Combien de leaders de l'opposition sont déjà morts? Vous n'en verrez pas. Alors, si le peuple accepte s'offrir en holocauste, pour ces gens-là, c'est son problème. En principe, le président Faure, les députés à l'Assemblée se sont retrouvés. Il y a eu des discussions. La concession est faite aujourd'hui sur le fait que le mandat du président de la République est un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est une avancée terrible. Ensuite, c'est un scrutin uninominal à 2 tours si nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'aucun des candidats en lice ne parvient à obtenir les 51% dès le premier tour. Je dis que ce sont des avancées terribles. Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est en faisant de petits pas qu'on arrive à réaliser de grandes choses. Si les gens veulent tout de suite, ici et maintenant, c'est le peuple qui va en partir. Ça, c'est vrai. Et je voudrais rappeler un peu, pour finir sur cette note, le cas du Bénin. Monsieur Ketou, comment nous avons réussi notre conférence nationale? En fait, c'est ça la chose la plus importante, que le Togo à côté de nous, quoi, puisque tout ce qui est fait ici est fait là-bas, ou tout ce qui est fait là-bas est fait ici. Pas question d'entraînement et d'effet de masse. Comment le peuple béninois a réussi sa démocratie? Ce n'est pas en élisant Monseigneur Isidore de Souza comme président du Présidium. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il y a des choses, des concessions importantes. 1, souvenez-vous, le général Mathieu Kérékou et toute sa suite étaient amnistiés de tout ce qu'ils ont fait durant les 17 ans d'exercice de pouvoir militaro-marxiste. Ça, c'est une première concession. Deuxième concession, la Constitution a été totalement libre. De sorte que lors des débats généraux à la conférence nationale, le débat n'était pas focalisé sur le général Mathieu Kérékou et sa suite, mais sur l'avenir du Bénin. Troisième concession, il était libre d'être candidat s'il le désirait.
Il a été candidat et il a été battu. Et pendant 5 ans, il est allé se préparer, il est revenu. Et il a été réélu. Et il a fait 10 ans au pouvoir. Si vous ne faites pas de concessions, le peuple serait sacrifié en holocauste. Et ce serait en ce moment-là qu'il y aurait plutôt un chaos. On ne légifère pas, surtout par rapport à une constitution, en voyant qui est le fils de qui ou en ayant quelqu'un de façon spécifique dans son viseur. La loi est impersonnelle et générale, parle de l'avenir et il faut tenir compte des perspectives et des enjeux disponibles. Voilà. Carlos Quetoou, je voudrais parler avec vous du PNP. Pourquoi a-t-on l'impression que c'est un parti qui est né uniquement pour appeler à la fin de la dynastie Yassingbe? Le président Tipi Achadam l'a rappelé plusieurs fois. L'objectif principal du PNP aujourd'hui, c'est la fin de la dynastie Yassingbe. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce débat-là en politique? Oui. Laissez-moi expliquer un peu, ou bien rebondir sur la comparaison Togo-Bénin. Rapidement. Que M. Tchefa a fait sur la situation. Et je parie qu'aujourd'hui, les Béninois ne seront pas prêts. Nous nourrissons beaucoup d'admiration pour la démocratie béninoise. Parce que Yadema et Général Mathieu Kerekou étaient de la même génération. Et ils ont pris le pouvoir ensemble. Mais à un moment donné, Mathieu Kerekou a compris qu'il faille nous lui avons donné de garanties. Oui, nous aussi, nous avons donné des garanties au Togo, au général et à l'époque. Et en votant cette constitution, c'était beaucoup plus pour faciliter les choses. Mais je suis sûr que les Béninois aujourd'hui n'accepteraient pas avoir sur le dos la monarchie d'une seule famille depuis 50 ans. Non, c'est pas ça, déjà un problème. C'est pas ça le débat. Ça, c'est déjà un problème. Oui, laissez-moi développer. Il y a eu plusieurs garanties données au régime de Gnassingbé et Yadema jusqu'au régime de Faure Gnassingbé. Par l'Union européenne, le gouvernement togolais a signé en 2002 22 engagements sur les questions du principe démocratique. Ils n'ont jamais respecté ces engagements et le Togo a été suspendu avec la coopération de l'Union européenne pendant plus de 5 ans, pendant toute cette période de transition. Donc, il n'a jamais respecté. Après, il y a eu plusieurs accords. Accord cadre de Lomé, accord politique global. Il y a eu tous ces accords. Il y a eu des discussions où on a donné des garanties. Le problème du Togo, c'est que nous avons une armée qui est une garde prétorienne, qui est au service de la monarchie du pouvoir. Nous avons des institutions qui sont inféodées au pouvoir. Quand Yassine Eyadema est mort, mais vous ne pouvez pas imaginer comment un carturier d'officier a pris son fils pour le mettre, lui faire allégeance, pour lui dire que c'est vous qui êtes maintenant le président de la République. Cela veut dire, quel est le message donné par les officiers? Le pouvoir n'était pas à ton père. Le pouvoir était entre nos mains, nous, forces armées togolaises. Et on avait mis un témoin à côté pour lui montrer que s'il n'était pas à lui seul, mais ce n'est pas respect pour son père qui était général de l'armée. Répondez à la question, le PNP. Pacha Yassingbe, aujourd'hui, il est en prison. Bon, le PNP, depuis sa création, n'a jamais été un parti lié à quelque obédience islamiste ou ethnique. C'est peut-être le hasard qui a fait les choses que le monsieur du PNP est issu d'une localité où la majorité est de religion musulmane. L'imam arrêté dont on parle, Carlos Quetoou, a tenu des discours appelant à l'insurrection. Non, on a transcrit toute la prêche de l'imam. Vous allez constater à travers la transmission, je peux vous la transmettre après, que l'imam appelait beaucoup plus à la non-violence. Il a dit, en substance, ne vous attaquez pas aux forces ou aux militaires, ne vous attaquez pas à leurs enfants, ils sont nos frères. Et il a prêché la non-violence de bout à bout. Le militant PNP. Oui, il est militant PNP. Et dans tous les pays au monde, quand à un moment donné en Afrique d'ailleurs, la situation se cristallise, on fait appel à des hommes religieux. L'Église catholique a réagi. Pas à lui. Oui, mais il est un militant. Il est un militant, c'est un canal de messages. Non, c'est pas comme ça. Les militants, le prêtre peut diffuser des messages de paix et de tout ça. Voilà. S'il est neutre, messieurs, nous allons évoluer. Donc, bon, non, permettez-moi de conclure cette situation en réaction à sa comparaison pour dire que, vous savez, il y a un certain nombre d'acquis démocratiques au Bénin que nous n'avons pas au Togo. Au Bénin, nous n'avons pas un clan qui a pris en otage l'économie, qui a pris en otage les richesses du pays, constatées par le chef de l'État lui-même, qui dit qu'au Togo, nous constatons qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Et il faut trouver les formules. Et quand on a demandé au président de faire des réformes, on lui a donné, ça fait 10 ans
depuis 2006 que nous avons signé l'accord politique global. Et depuis 10 ans, pour les simples principes de limitation des mandats et de mode de scrutin, les autorités togolaises ont tourné en rond, ont floué le peuple pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est un acquis, Carlos Quetao. Le PNP... Aujourd'hui, c'est un acquis. Oui, sous pression de la rue. Oui, mais aujourd'hui, c'est un acquis. C'est un acquis. Permettez-moi d'expliquer également les articles contenus dans cette constitution. Il y a les articles 52, 59 et 60 qui sont visés. C'est-à-dire le mot de scrutin et la limitation de mandat à 2 tours. Maintenant, ils acceptent ça. Ils enlèvent la portion de phrase qui dit en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ils l'enlèvent de cette constitution et ils vont plus loin, créer un nouvel article 158 qui dit que les articles précédents 52, 59, 60 ne concernent pas les mandats en cours. Et si vous tirez la conclusion, c'est que quand vous acceptez les 52, 59, 60 pour limiter les mandats, quand vous arrivez au 58, tout devient nul. Donc c'est comme on prend le peuple comme voilà, des gens qui ne comprennent pas. Ça veut dire que ça ne concerne pas le mandat en cours. Quand vous parlez de personnaliser le débat, c'est à ce niveau que le pouvoir est en train de personnaliser le débat. Quand on dit mandat en cours, on parle de qui? On parle de Fognassine, mais qui est au pouvoir? Cela veut dire que s'il est frappé par la limitation de mandat, il part peut-être en 2020. Par rapport à la nouvelle constitution qui est élue sur la base de quelle constitution? Laissez-moi la police des débats, messieurs. Carlos Quetao, où peut-on appeler à la fin d'un régime qui est en cours, élu sur la base d'une constitution du jour au lendemain par la rue? Est-ce que, selon vous, c'est un argument défendable? Mais si le régime ne respecte pas les engagements, si le régime a pris des engagements vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la communauté internationale, et on pense que le régime est en train d'amener le pays dans un chaos, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le danger que constitue l'organisation d'un référendum. La dernière fois, on a tout simplement mis en place une commission électorale nationale indépendante, qui est une commission spéciale et spécialement composée des membres du pouvoir en place. Mais les manifestants sont sortis pour se dire que mais il y a une crise. Nous n'avons pas encore engagé le dialogue, la médiation, et vous empirez la crise en créant une commission. C'est comme vous narguez le peuple. Aujourd'hui, par exemple, ce vendredi, il y a les ambassadeurs qui sont invités à venir assister à l'investiture de ces membres de la CENI. Alors, il y a 17 membres à la CENI. L'opposition n'a pas 5 membres, mais on veut faire comme si de rien n'était, s'il n'y avait pas de crise. Alors qu'il y a des morts d'hommes. Voilà. Il y a des ministres qui circulent dans la ville et dans le pays. Carlos Quetao, l'opposition a souvent fait la politique de la chaise vide. C'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Mais je voudrais évoluer avec vous rapidement par rapport à la situation du PNP. On sait que c'est le PNP qui a démarré ces manifestations-là. Carlos Quetao avait parlé de refus des autorités. Les autorités étaient sorties pour dire que c'était plutôt le fait de bloquer la 1 qui avait fait que ces manifestations avaient été interdites parce qu'on ne pouvait pas bloquer le seul axe qui sert les pays de l'Interland. C'était juste une parenthèse. Aujourd'hui, Tchefa, dans toute manifestation d'humeur, il y a des gens prêts à en découdre. Est-ce qu'on ne doit pas dissocier les revendications politiques des scènes de chaos observées ça et là? Est-ce que ou bien tout est toujours lié? Ah non, à mon avis, il faut faire le distinguo. Il faut dissocier. Dans tous les pays du monde, tous les régimes, tout pouvoir exécutif a toujours peur qu'une marche dégénère. Vous savez, vous avez un itinéraire, vous savez d'où vous voulez partir, là où vous allez chuter, les objectifs que vous visez, mais à la pratique, vous ne pouvez jamais savoir tout ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que toute constitution et toute loi donne au pouvoir exécutif d'apprécier et d'analyser si la marche ne compromet pas la paix, la vitalité démocratique et, disons, en un mot, le bon déroulement des activités socio-économiques. Si tel est le cas, il est du ressort et du devoir du pouvoir d'interdire la marche. Et puis, vous allez dans n'importe quel pays, quand on dit marche et qu'il n'y a pas suffisamment de garanties, les gens refusent. Mais dans une situation comme celle-ci, moi, à mon avis, je conseillerais au président Faure de laisser les gens marcher, de trouver les moyens qu'il faut, à travers la police et puis les forces de l'ordre et de sécurité, pour laisser les opposants s'exprimer. Et c'est déjà suffisamment de garanties pour leur montrer qu'il est en phase avec eux pour ouvrir des négociations et discuter.
Maintenant, pour revenir sur une question importante, quand je parlais de garantie, c'est ça le problème. Vous avez vu ce qui est mis dans la Constitution. La vérité est que le président Faure a été élu 2 fois. C'est vrai, hein, je suis contre la façon dont il a été installé en 2005. Ça, aucun démocrate... il devait être disqualifié non, attendez. La Constitution togolaise le dit. Quand vous avez essayé un coup d'État... Non, j'ai la parole. Oui. Aucun démocrate au monde n'accepterait cela. Fambari Nachaba était ici, c'est lui qui devrait être au pouvoir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais rappelez-vous, le président Alpha Oumar Konaré, président de la Commission de l'Union africaine, avait crié tout le temps à l'époque sur RFI « Retour à l'ordre constitutionnel ». Est-ce qu'ils sont revenus à l'ordre constitutionnel? Est-ce que le président Faure a été élu en bonne et due forme à une élection ouverte? Non. Oui. Non. Oui. Parce que les élections ont été contestées et émaillées. Non, les élections toujours. De violence. 500 morts pour une élection. Les élections. Non, laissez-moi finir. 500 morts. Attendez, les élections ont toujours été contestées en Afrique et même aux États-Unis. Avec 500 morts. Non. Oui, ça dit que le contexte mort d'homme doit déjà interpeller. Qui est au pouvoir en ce moment? Mais c'est toujours les régime, c'était fort. C'était Abbas Bonfort, peut-être, qui était le vice-président de l'Assemblée à l'époque, qui a été parachuté, mais il était contrôlé par le régime. Oui, c'était le même système. Attendez que je finisse. Oui. C'est-à-dire, de mon point de vue, le problème du Togo n'est pas complexe à ce point. Si. Non, j'ai dit à ce point. Je reconnais qu'il est complexe, mais j'ai dit à ce point. Écoutez, j'ai dit que nous, au Bénin, nous avons dit au général Kérékou qu'il peut être candidat. Et que la Constitution en rien ne le visait. C'est parce que vous étiez sûr que les élections seront transparentes. Vous étiez sûr qu'il y avait des garde-fous. Mais vous avez des institutions crédibles. Vous ne serez... Bon, je vous... Des institutions crédibles. Bon, attendez. Au Togo, non, attendez. Les institutions sont inféodées au pouvoir. Oui, monsieur Keton, attendez que je donne mon point de vue. Oui. Allez-y, monsieur. Comment arrache-t-on le pouvoir à un dictateur? Ce n'est qu'à travers des élections, si nous sommes dans un processus démocratique. Comment Gbagbo a arraché le pouvoir à Gueye? Et comment Ouattara... Oui, mais est-ce qu'ils étaient... Attendez. Ouattara, c'est avec les armes. Attendez, est-ce qu'ils étaient à une élection? Est-ce qu'ils étaient à une élection? Comment Ouad a arraché le pouvoir à Diouf? Et ensuite, comment Macky Sall a arraché le pouvoir à Ouad? Et Ouad, c'est lui qui avait organisé les élections. Gbagbo, c'est lui qui avait organisé les élections. Nicéphore Soglo en a organisé ici en 1996, pendant qu'il était reconductible. Celui qu'on avait refusé il y a 5 ans, c'est lui qu'on a ramené. Donc c'est pour vous dire que l'opposition togolaise n'aura d'alternative crédible à offrir et ne sera prise au sérieux qu'en acceptant une élection et en mettant en place toutes les stratégies nécessaires pour effectivement gagner cette élection. Et c'est lorsque l'opposition accepterait que le président Faure soit compétiteur lui-même que ces élections seraient vraiment crédibles. Et moi, je crois que si l'opposition prend les 5 années à venir à s'organiser réellement, à expliquer les enjeux au peuple togolais et que des groupes sont mis en place pour tel, et que lorsqu'ils iront aux élections et que la victoire du peuple devant être volée, là, le peuple a tout intérêt à s'offrir en holocauste et ce serait la dernière bataille. Mais dire qu'il est le fils de quelqu'un et que leur clan a déjà fait 50 ans au pouvoir, c'est un faux débat. Non, c'est vrai. Ce que vous dites, attendez, monsieur Ketaou, c'est vrai, ils ont fait 50 ans au pouvoir. Oui. C'est pas faux. Mais nous tous, on a vu. Nous tous, on a vu. Et personne n'encourage ça. Qui au monde va encourager une dynastie au pouvoir? Donc c'est une vérité. Mais comment lui arracher le pouvoir? Ce n'est qu'à travers les élections. Soit il remettra le pouvoir de lui-même, soit il aura le dos au mur parce que, admettez, puisque le schéma dans lequel vous êtes, c'est que en 2020, il réussissait à se faire élire. Il réussit encore à se faire élire en 2025. En 2030, comment il va faire? Admettons. Moi, je crois que... En 2030, l'article 158 revient pour dire que les modifications ne concernent pas le mandat en cours, alors qu'il avait toujours le mandat en cours. Bon. Voilà un peu la situation. L'opposition. Non, laissez-moi rebondir. Il y a un aspect très important. Il y a un aspect très important sur les manifestations. Carlos Ketaou, nous allons devoir évoluer. L'opposition plurielle s'est rendue au siège du PNP, le Parti national panafricain, à Lomé. Le 10 siège a été incendié. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, s'est prononcé. Nous allons suivre une partie de sa déclaration.
Nous sommes venus exprimer notre solidarité, notre sympathie à nos collègues du PNP, dont le siège, comme vous le voyez, a été incendié hier. C'est un signe que nous manifesterons sur toute l'étendue du territoire à nos compatriotes qui ont subi les mêmes exactions. Et donc, nous nous rendrons certainement à Sokodé, à Bafilo, dans les jours à venir. Pour toutes ces raisons que nous disons que ce régime, il faut mettre fin à ce régime. Et ce n'est pas excessif que de le dire. Il y avait des hommes habillés en civil, accompagnés de 2 agents qui sont des forces de défense. Alors ce témoignage nous conforte dans la conviction que depuis quelque temps, c'est le régime qui a préparé des milices et qu'il infiltre dans les manifestations que nous organisons. Carlos Ketou, est-ce que nous sommes en train de nous acheminer vers la porte du non-retour au Togo? Non, on ne peut pas parler de porte du non-retour parce que dans toute crise, il y a toujours une solution. La science évolue par crise, comme on le dit en sociologie. Et à un moment donné, ce sont les crises qui font même évoluer l'histoire. Donc nous sommes à une période de crise, c'est vrai. La crise est assez parce que nous avons déjà eu l'expérience de cette même crise qui a occasionné des morts et des blessés qui aujourd'hui traînent encore des séquelles. On n'a pas encore eu à penser les plaies de toutes ces victimes-là. Donc, j'évite très souvent dans mes débats de faire des comparaisons négatives pour dire que ici, il y a pire, il y a mal ici, il y a pire ailleurs. Pour dire que il y a eu des élections avec des contestations au Togo, ailleurs, il y a des élections avec contestations. Je n'ai pas souvent rentré dans ces schémas. Il faut toujours faire des comparaisons positives qui vont dans le sens de l'évolution. C'est pourquoi nous disons que nous sommes admiratifs de la démocratie, béninoise, dans la mesure où, à côté de ce qu'on peut appeler logique et raison, il y a aussi le consensus. Vous imaginez, c'est dans l'enfance que nous entendions dans la révolution béninoise où il y avait le mouvement Eouzou et tout ça là. Et nous savons que le Bénin a réussi à faire diriger ce pays par 3 présidents, le fameux triumvirat. Vous voyez, s'il n'y avait pas un certain consensus et si les acteurs n'avaient pas l'ambition patriotique de pouvoir sauver le pays, on ne pourrait pas s'entendre pour diriger le pays dans ce sens. Et c'est ça qui a prévalu dans les périodes de 90 à l'avènement de la démocratie. Donc nous ne sommes pas encore à une porte de non-retour, mais il faudrait que l'autorité politique au Togo, le chef de l'État puisse prendre ses responsabilités, qu'il puisse donner des garanties. Au Togo, les victimes, ce n'est pas le pouvoir. Et ce n'est pas le pouvoir qu'il faille amnistier. C'est l'opposition qui constitue la victime. En 90, qui sont ceux qui ont été amnistiés? Ce sont les opposants qui étaient traqués, qui étaient renvoyés en exil, comme Gilles Olympie et les autres. C'est eux qu'on avait amnistiés. Et on avait donné des garanties. Le pouvoir avait pris l'engagement d'organiser des élections démocratiques et de pouvoir organiser une certaine alternance. Ce qui n'a pas été fait depuis les années 90 jusqu'à ce jour. C'est pourquoi on totalise en même temps le nombre d'années passées à la tête du pays par la famille qui a pris le pays en otage. Et où on ne peut plus. Vous avez constaté, même au niveau des violences, ce n'est pas forcément les militants de l'opposition qui sont en train de causer des violences. Si vous entendez le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir unir dire que si vous cassez une maison des nôtres, nous allons en casser 2 des vôtres. Un député, président du groupe parlementaire, vous voyez que c'est dangereux. Vous voyez un ministre conseiller du président de la République aller dire sur les antennes internationales que allez vous aussi prendre les armes pour nous combattre. Voilà. Les appels à la violence viennent de qui? Ça vient de ceux-là. Donc, il faut créer des conditions pour apaiser le peuple. Mais si vous continuez à lancer des langages de va-t-en-guerre, en provoquant la population, en narguant la population, mais la conséquence est immédiate. Aujourd'hui, les manifestants ne sont plus sous le contrôle des partis politiques. C'est des gens qui, individuellement ou collectivement, ont été victimes d'une situation de dictature qui dure depuis 50 ans. Et c'est eux qui sont révoltés, qui sont dans la rue. Est-ce que ce n'était pas un risque à prévoir
en maintenant les manifestants dans les rues plutôt que d'aller aux négociations. Le ministre de la Communication, Guy Madié Lorenzo, a reconnu des dérapages. Il a annoncé que des auteurs ont été sanctionnés déjà. Il a appelé aussi à faire économie des vies et des blessés et à aller au dialogue. C'est un discours fort. Pourquoi le dialogue n'est pas aujourd'hui possible, Aimé Tchefa? Le dialogue n'est pas possible parce que de part et d'autre, on ne veut pas faire de concessions. L'opposition ne veut pas concevoir qu'il y ait une nouvelle constitution qui permette au président Faure d'être candidat. Or, l'opposition a tout intérêt à permettre ça. Après 50 ans, on ne peut pas avoir l'ambition d'être encore candidat à une élection. Je vous dis, on a démissionné à la tête du pays. C'est moi qui ai la parole. Oui. Je vous dis, on a démissionné. Toutes les institutions, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de vous dire que tant que vous parlerez de 50 ans, ce sera un faux débat. Nous sommes en train de parler du droit et des enjeux sociaux. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Si vous continuez, il y a 50 ans, bon, vous ne serez pas pris au sérieux. Oui, les enjeux sociaux sont liés à un certain fondement. Ce n'est pas ça la variable. Ce n'est pas ça la variable nécessaire. Laissez-moi en Russie, Poutine a fait combien d'années? Oui, comparaison négative. Il ne faut pas faire de comparaison négative pour dire que telle personne. C'est ça ce qui est la normale. Il faut revenir sur ce qui peut faire évoluer. Mais quand vous faites des comparaisons pour tirer encore le débat vers le bas, mais c'est pas normal. Laissez-moi finir. Il faut plutôt dire au Ghana. Laissez-moi finir. Il faut dire au Ghana comment la transition a été faite. Mais comment ils ont fait? Je vous ai dit comment on a fait. Oui, mais j'ai expliqué ici. Carlos Ketou, nous vous avons écouté de long en large. Laissez votre contradiction. Je l'avais dit. Oui. Ici, nous avons permis au général Mathieu Kérékou d'être candidat. Il y a combien d'années? Mais il a perdu. Il y a déjà un quart de siècle. Non, pas du tout. Il y a déjà un quart de siècle que vous avez permis à Mathieu Kérékou de Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dans un nouveau monde où les mutations imposent. Bon, je constate que vous ne voulez pas discuter. Non, je veux discuter. Je suis désolé de constater. Vous pouvez aller. Je vous ai dit l'argument dynastie Nyanzingbe au pouvoir depuis 50 ans n'est pas recevable dans un débat sérieux, dans un débat intellectuel. Ça révolte le Ce sont nos ressentiments personnels. On ne bâtira pas le Togo avec nos ressentiments personnels. Si, les ressentiments On bâtira le Togo avec une loi impersonnelle et générale. Une loi qui ne vise ni Nyanzingbe, ni Ketou, ni Fabre, ni Tipi. Mais qui défend une loi? Écoutez, le référendum. Attendez, vous n'allez pas changer la loi encore dans 10 ans. Vous êtes en train de légiférer vraiment pour la postérité. À qui profite le référendum? Le référendum profite au peuple togolais. Non. Attendez. Non. Mais laissez-moi finir. Le référendum profite au peuple togolais qui veut qu'il y ait dans la Constitution la limitation du mandat du chef de l'État à 2. Qui veut qu'il y ait une élection uninominale, l'élection du président de la République, à 2 tours du scrutin, si au premier tour, aucun des candidats n'arrivait à obtenir 51%. Oui. Mais c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que vous avez parlé de l'article de 158? Oui, mais c'est pas ce que quand quelqu'un est attaqué... Qui personnalise le... Monsieur, dernière question rapidement. La médiation des chefs d'État de la région, est-ce qu'elle est opportune pour vous? Elle est opportune. Ce vendredi, je crois que les leaders de l'opposition devraient aller au Ghana pour rencontrer le président Nana Akufo-Addo. Et on espère que la région va revenir dans les deux cas. Mais tout dépendra, comme je l'ai dit de Faure Gnassingbé. Tout dépendra du pouvoir politique. Vous, votre avis, on parle de médiation discrète avec, comme cheveu ouvrier, le président béninois Patrice Talon. Est-ce qu'elle a des chances de prospérer? Oui, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous, Africains, qui puissions réellement parler de nos problèmes. Si c'était une médiation internationale, ayant un chef d'État occidental ou l'ONU à sa tête, je ne croirais pas si tant. Vos avis sont clairs et connus. Carlos Ketou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Indépendant Express, un quotidien togolais. Vous êtes président du patronat de la presse togolaise. Face à vous, Aimé Tchefa, sociologue expert en stratégie de développement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA. Merci.